Sabrina, Chana le disait, il y a des nouvelles informations sur l'affaire Louise. Tout à fait, encore une accélération dans l'enquête sur la mort de Louise. Alors nous venons d'apprendre que la garde à vue du jeune homme de 23 ans et de sa mère qui ont été placés en garde à vue hier vient d'être levée. Donc ils n'auront même pas été 24 heures en garde à vue. Aujourd'hui, on vient d'apprendre ce matin hier soir, qu'un autre individu aussi âgé de 23 ans a été placé en garde à vue. Il était placé en garde à vue à 20h. À 20h. Et ce matin, voilà, 3 autres gardes à vue qui viennent d'être annoncés par le procureur d'Évry. Alors, une femme âgée de 48 ans qui est la mère du gardé à vue, une femme âgée de 23 ans qui correspond à la petite amie, et un homme âgé de 49 ans qui correspond au père du gardé à vue. Ces 3 individus ont été placés ce matin. Ils sont tous les 3 mis en cause pour le chef de non-dénonciation de crime. Donc, ça correspond aujourd'hui, à l'heure où on se parle, à 4 individus placés en garde à vue. Un pour la suspicion de meurtre sur mineur de 15 ans et les 3 personnes de son entourage, de sa famille, pour non-dénonciation de crime. On va voir le sujet, mais oui. Là, il y a 2 pénalistes qui sont là. Ce système de garde à vue. Donc, entre le moment d'ailleurs où quelqu'un est gardé à vue et le moment où l'avocat entre en audition, il se passe combien de temps ? À 2 heures, 3 heures. Donc, pendant 2 heures... Non, même le délai a été limité par la Cour européenne. Et il y a un nouveau texte, je ne voudrais pas dire de bêtises, il y a une obligation d'attendre l'avocat. Maintenant, les policiers sont obligés d'attendre l'avocat, alors qu'avant, il y avait un délai de carence. Donc, on considère qu'il y a 3 heures, 3-4 heures à peu près. Bon, comment interpréter le fait qu'une garde à vue s'arrête, c'est-à-dire qu'on libère les 2 personnes qu'on garde à vue parce qu'il y a... Elle est technique. On ne veut pas épuiser le délai de la garde à vue. D'accord. Il ne faut pas en tirer une conclusion qu'ils sont hors du coup, si j'ose dire. Ce qui m'intrigue, c'est que si l'information qu'on reçoit est vraie, oui. Parce que là, il faut y aller vraiment à petits pas. Oui. S'il y a des gardés à vue pour non-dénonciation de crime, c'est qu'il y a crime. Ou suspicion quand même lourde de crime. Donc, ça ne veut pas dire pour autant que le gardé à vue principal serait le criminel, mais cette incrimination de non-dénonciation de crime, si elle est fondée, si elle est vérifiée, si elle est vraie, me laisse supposer qu'il y a quand même des indices graves, précis et concordants qu'on pourrait avoir affaire à un crime. Sinon, pourquoi la non-dénonciation de crime, si crime il n'y avait pas ? Maintenant, la garde à vue, moi je ne sais pas ce qu'en pense mon vieil ami Spinner, je ne sais pas ce qu'il en pense, mais en général, une enquête, c'est la garde à vue qui la détermine. Une fois que la garde à vue est finie, on n'a plus beaucoup d'éléments d'enquête, c'est rarissime qui arrive. La garde à vue, elle est uniquement de 48 heures. Non, elle peut dans d'autres domaines, trafic de stupéfiants. Oui, mais là, dans un domaine comme celui-là, c'est 40 heures. Moi, je suis toujours surpris. C'est très court, finalement. Ah non, c'est long. C'est très long. C'est long. Non, mais je veux dire, si vous m'expliquez que tout se fait et tout se joue sur une garde à vue et qu'il n'y aura pas de nouveaux éléments après... il peut y en avoir. Et que tout se joue là, je trouve que... Quand on discute avec des magistrats, avec des policiers... ça ne veut pas dire que par la suite on ne peut pas avoir des éléments qui arrivent, attention, comprenons-nous bien. Ils disent quand même tout se joue pendant la période de la garde à vue, dans le fameux crime commis sur le petit Valentin, qui a été victime de 44 coups de couteau à Lagnieu en 2008. En 2008. C'est la garde à vue qui a permis d'avoir... La garde à vue, depuis que vous étiez avocat, ça a toujours été 48 heures. Quand vous avez commencé, il n'y a pas eu de changement. Je n'ai quand même pas commencé en 1885. Non. La garde à vue a été réglementée en 1958. Avant, il n'y avait pas de réglementation. À tel point qu'on perdait des individus. On ne savait plus où ils étaient. C'est la raison pour laquelle on a réglementé la garde à vue. Parce qu'on pouvait être gardé par la police 15 jours, 3 semaines. Miss Etienne, par exemple, qui ont été probablement victimes d'une erreur judiciaire, se sont tapés 14 jours de garde à vue. Et effectivement, c'est pour protéger sans doute l'individu. On s'est dit, il faut réglementer ça. Et on a mis 24 heures, 48 heures. Bon, alors, on va voir donc les nouveaux développements de l'affaire. Et je remercie évidemment Sabrina d'être avec nous. Simplement, l'autre aspect, c'est l'aspect politique. Et Sarah Knafo en a parlé hier. Est-ce qu'il faut tirer
ce qui est pour le moment un fait divers. On est d'accord. Oui. Ça sera peut-être un fait de société. Ça serait un fait de société, par exemple, si on apprenait que cette personne était sous l'obligation de quitter le territoire. Donc on se dirait, les mêmes causes produisent les mêmes effets, etc. Bon, pour le moment, moi j'observe, il faut être évidemment prudent. Donc est-ce qu'on peut tirer des conclusions politiques à cela ? Je pense qu'il faut être d'une grande prudence. Mais écoutez ce que disait Sarah Knafou hier matin à Sonia Mabrouk. Il y a une phrase de Jean-François Revel qui me frappe. Il dit « Si vous voulez juger un régime politique, alors comptez les cadavres ». Quand on compte, quand on énumère ce que vous venez de faire, que des enfants, que des adolescents, tous jeunes, tous innocents, qui n'ont jamais cherché la bagarre, qui n'ont jamais dit un mot de travers, on voit leur visage, on voit leur famille, on voit à quel point ça avait l'air d'être des enfants bien élevés qui n'avaient jamais cherché à mal. Alors on se dit que ça condamne notre régime politique. Je crois que tous sont coupables, que tous ceux qui ont conduit le pays jusqu'ici, depuis les 40 dernières années, sont coupables. Bon, on rappelle, avant d'engager le débat politique, on rappelle les infos du matin. Combien de personnes, Sabrina, sont en garde à vue ce matin? Ce matin, il y a 4 personnes en garde à vue. Un jeune homme de 23 ans qui a été placé en garde à vue dans la nuit et qui est placé en garde à vue pour meurtre sur mineur de 15 ans. Et on a appris ce matin que 3 personnes de son entourage familial, sa mère, son père et sa petite amie, viennent d'être placées également en garde à vue pour répondre au chef de non-dénonciation. Donc ça, c'est les 4 personnes. Les 4. Et celles qui étaient hier en garde à vue, qui avaient été prises à Rouen, ont été, si j'ose dire, remis dans la nature. Et les 2 autres personnes qui avaient été également mises en garde à vue il y a 24 heures ou 48 heures. Donc pour le moment, on est à 8 gardes à vue. Tout à fait. 2 plus 2 plus 4. Oui, D'accord. Bon, Linda Kebab a pris la parole également ce matin. Elle était avec Sonia Mabrouk. Je vous propose de l'écouter. On entend des politiques qui seront lourdement sanctionnés. Nous ne les laisserons pas s'en sortir. En fait, déjà, il y a l'indépendance de la justice, donc le politique là-dessus n'a absolument pas son mot à dire. La seule chose sur laquelle le politique peut agir, c'est la prévention. Et éviter que les événements arrivent. Et donc, à chaque fois qu'un événement de ce type arrive, la seule chose que le politique devrait dire, c'est « nous avons failli et nous devons travailler à faire en sorte que ça n'arrive plus ». Nous avons failli. Oui, bien sûr. Donc, nous faillite collective. Bien sûr, c'est une faillite. Vous savez, quand des faits qui portent atteinte à des enfants dans un pays aussi pacifié, aussi riche, aussi développé que le nôtre arrivent, c'est qu'il y a une faillite collective. Alors oui, l'humain est capable du pire et du sordide, mais comment est-ce que des individus qui sont connus des services de police et de justice parviennent à commettre des faits pareils sans qu'ils n'aient été sérieusement pris en charge, sans que les moyens n'aient été mis en œuvre? Audrey Berthaud est à Épinay-sur-Orge depuis ce matin. Vous l'avez entendu plusieurs fois avec Romain Desarbres. Elle est donc à Épinay-sur-Orge devant le collège André Mauroy. Et là, évidemment, j'imagine que vous avez croisé tous ces élèves et beaucoup d'émotions ce matin puisque c'est l'heure de la rentrée, il est 9h11, Audrey. Oui, bonjour Pascal. Soulagement ce matin puisque l'enquête avance, mais tout de même prudence. C'est ce que nous disait la présidente de l'association des parents d'élèves d'Épinay-sur-Orge. Parce que oui, l'enquête avance, vous l'avez dit en plateau, mais tout de même il y a cette inquiétude. Donc les parents continuent d'accompagner leurs enfants. Ils s'organisent entre eux pour que vraiment aucun enfant ne marche seul dans Épinay-sur-Orge. D'ailleurs, on a discuté avec une mère de famille qui nous a expliqué qu'elle avait équipé son fils d'un AirTag, c'est un traceur GPS, Pascal, pour pouvoir localiser son fils en direct toute la journée. Donc voilà, c'est pour vous dire l'état d'esprit des parents ce matin. En ce qui concerne le périmètre de sécurité, vous voyez ce ruban juste derrière moi. Il y a toujours une présence policière ici devant le collège de Louise. Et puis, il y a aussi cette cellule psychologique qui est très importante pour les enfants, Pascal, à l'intérieur du collège et qui sera disponible pour les enfants, mais également pour le personnel du collège jusqu'à la fin de la semaine. Merci beaucoup Audrey Berthaud. Sabrina Berlin, vous voulez rajouter quelque chose? Concernant l'enquête, on s'aperçoit une accélération très rapide de l'enquête. Le procureur qui s'exprime davantage, s'est placé en garde à vue qui s'enchaîne. C'est intéressant de remarquer que ça correspond à quelques heures après le fait d'avoir retrouvé et exploité le téléphone de Louise qui était à proximité de son corps. On peut parler aussi des vidéosurveillances parce que parmi les indices des enquêteurs, il y a cette image de vidéosurveillance qui est corroborée par le témoin, une amie de Louise qui dit l'avoir vue avec un homme, un jeune homme à proximité d'elle, un jeune homme qui serait en doudoune. Donc on peut se poser la question si c'est pas cette recherche précise de l'individu en doudoune qui est en train de se faire. Et l'enquête nous le dira bien évidemment. Bon,
c'est toujours difficile d'évoquer une affaire en cours, bien évidemment, d'en tirer, je le répète, des conclusions pour le moment, sinon que ces jeunes gens, les jeunes parents, aujourd'hui, vont tracer leur enfant parce qu'il y a une peur maximum qui s'installe dans le pays. Parce que c'est Philippines, je le disais, c'était Lola l'année dernière, c'est Louise aujourd'hui, et c'est une violence... comment Enzo, Elia, c'est... Oui, exactement. Mais vous vous rappelez quand même Robert Giquel C'était pas Robert, c'était Roger. Roger, bravo. Bravo. On voit l'historien des médias. Bravo. Roger Giquel, et c'est le petit Philippe Bertrand. Ouais, la France a peur. Mais on a oublié ce qu'il dit après. Ouais, on a oublié ce qu'il dit après, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais c'est le petit Philippe Bertrand qui avait été enlevé à Troyes. Ouais, et quand on se rapporte à cette époque, on mesure la différence d'angoisse psychologique qu'il y a. C'est que dans ces années-là, il n'y avait pas de saturation de la peur. Maintenant, il y a une saturation. Psychologiquement, l'espace est saturé de peur. Parce qu'il y a une violence qui est complètement incontrôlée, complètement surgissante, quoi. Et ça, sur le plan criminologique, c'est très préoccupant. Non, mais ce qui change aussi, si vous me permettez, c'est qu'il y a 50 ans, on n'avait pas peur de le dire, si j'ose dire. Oui. Alors que là, vous avez un président de la République qui n'a pas dit un mot. Oui. Et vous avez un président de la République qui n'a pas dit un mot dimanche et qui n'a pas été interrogé là-dessus. Oui. Mais pendant une demi-heure. Oui, mais il ne peut pas tout faire, Pascal. Non, mais pendant une demi-heure. Et danser, il y a une volonté médiatique de ne pas parler de ça. Oui. C'est-à-dire, par exemple, hier, je regardais toutes les chaînes info. Il y a une chaîne qui s'appelle France Info. Bon, chaîne d'État. Bon. Ils ont fait que de l'intelligence artificielle toute la journée. Qui me paraît pas la priorité du jour, si vous me demandez. Non. Mais c'est un choix idéologique. Oui, absolument. C'est ça, c'est un choix idéologique. On parle de ça parce qu'on ne veut pas parler d'autre chose. La priorité, c'est la sécurité et on parle de l'intelligence artificielle. Ouais. Dont hier, pardonnez-moi de le dire, c'est vraiment pas le sujet essentiel de la journée. Mais bien sûr, c'est évident. Mais... Donc ça s'appelle des choix idéologiques qui sont faits par des médias idéologiques. Mais Pascal, parce qu'il y a, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et nous, on témoigne simplement de la réalité. Mais bien sûr, mais... C'est-à-dire que la réalité, c'est ces parents aujourd'hui qui tracent leurs enfants. Bien sûr. Moi, je n'y peux rien, en fait. Bien sûr, mais ils sont... quand on n'est pas capable de se hisser au niveau du réel, eh bien, le réel rend fou. Et le réel rend fou quand on n'est pas capable de l'appréhender. Et là, on est entré maintenant dans une période de saturation de la peur. C'est Maffezoli qui parle de ça. Hein. Il dit on est dans une période de saturation. La peur sature, quoi. Les gens ont peur, et ça c'est très ils comprennent que effectivement. Comparé avec d'autres affaires précédentes, on a vu le président de la République réagir plus rapidement à des affaires précédentes. On en avait parlé dans d'autres circonstances. C'est ce que disait Georges Fenech hier. Il disait Louise ne s'appelle pas Naël. Voilà. C'est ce que disait Georges Fenech. Bon, Marine Lançon me propose d'écouter quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Pour tout vous dire, une mère de famille qui a équipé son fils d'un GPS. Écoutez cette mère de famille. Je l'ai équipé d'un AirTag, je l'ai équipé aussi d'une alarme anti-agression. Voilà, il a tout ce qu'il faut sur lui, il est géolocalisé avec son téléphone. Mais bon, il a un AirTag ailleurs au cas où qu'on lui vole son sac, il l'a plus, si son téléphone est perdu. Donc je l'ai vraiment équipé de A à Z. On n'a pas le choix, parce que moi je travaille assez loin, donc je ne suis pas toujours à la maison, donc c'est compliqué. Comme ça, au moins, je sais où il est. On n'a pas le choix. Voilà ce qu'elle dit, cette dame. Et qui sont les... premiers, d'une certaine manière, touchés, les populations les plus défavorisées. C'est ça qui est toujours frappant. C'est que ceux qui ont les moyens de vivre parfois dans des beaux quartiers et d'être à l'abri... Ils le sont de moins en moins. Ouais. Oui, c'est possible. Non, oui. mais vous avez raison pendant très longtemps. Et c'est ça la Alors je dis, moi je ne pense pas que les gens soient déconnectés. Je ne pense pas que le président de la République est déconnecté. Simplement, il ne veut pas parler de ça. Ouais. C'est pas son truc. Donc il veut parler de l'intelligence artificielle, alors que le pays est à feu et à sang. Non, mais là où vous avez raison, ce sont quand même les familles qui n'ont pas les moyens d'envoyer une personne à l'école chercher les enfants. Enfin, là, vous avez raison. Ce sont des personnes qui travaillent. Et d'ailleurs, dans tous les témoignages qu'on a vus sur CNews, moi, ce qui m'a frappé, c'est que les personnes qui vivaient déjà autrefois dans cet endroit disaient « Mais moi, je me souviens avoir pu faire ce trajet des centaines, des milliers de fois ». Donc la question de la peur est une question essentielle, parce que là, lorsqu'il y a peur, évidemment, se pose la question de l'État. Si l'État ne protège plus... Et voilà. Et je constate que la vidéoprotection porte ses fruits. Là aussi, c'est un signal quand même envoyé à ceux qui, encore dans certaines villes, refusent d'équiper leur ville. Oui, bon. Voilà, Charlotte Dornelas, qui n'a pas parlé. Charlotte. Mais évidemment que la vidéosurveillance porte ses fruits, je suis absolument d'accord. Le problème, c'est que l'échec dans la sanction
et donc dans la prévention, hein, le mot qu'utilisait Linda Kebab, dans la sanction et dans la prévention, cet échec-là fait que les gens, qui se comportent bien, les bonnes personnes, entre guillemets, dans la société, vont appeler de leur vœu une société de plus en plus sécuritaire, en l'occurrence policière, qui va s'appliquer à eux. Toujours pas aux délinquants qui ne seront toujours ni sanctionnés, ni, je ne sais pas quel est le mot avec la prévention, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc le problème, c'est que oui, on va avoir une société de plus en plus effectivement, corsetée, bien sûr. mais bien sûr. avec toujours une réponse inefficace parce que nous ne voulons pas sanctionner correctement. Nous ne voulons pas voir qu'il y a certaines personnes capables du pire et que nous sommes persuadés que tout sort en permanence de la société. On est resté dans cette lecture idéologique-là. Et pour répondre à votre question, votre première question, pour savoir est-ce qu'il y a une lecture politique à faire de ce qui se passe ? Moins de ce qui se passe, puisqu'on n'en sait rien, honnêtement. On ne sait pas qui a tué Louise et dans quelles circonstances elle a été tuée. En revanche, en effet, qu'un pays entier passe devant une information comme ça, de la sidération à la saturation, je reprends votre mot, là, le politique devrait être extrêmement inquiet de la situation. Et que Louise meure, et que nous ne soyons pas tous sidérés, mais que nous ayons un mélange de dégoût, de colère, en effet d'angoisse, là, il y a un message politique très clair. Oui, quel que soit d'ailleurs le profil. Et c'est là où il faut s'interroger sur la personne qui est au sommet de l'État et qui préfère, plutôt qu'être à l'écoute de cette sidération, de cette saturation dont Charlotte a parlé, et préfère être à l'écoute d'un youtubeur. Voilà. Et il n'est pas dans le problème, c'est que le phénomène criminel, c'est un phénomène envahissant. Quand on n'endigue pas, c'est la fameuse théorie américaine de la vitre brisée, quand on n'endigue pas, même d'une manière minimale, tous les criminologues le démontrent, l'action criminelle, il y a un phénomène de propagation. C'est Gabriel Tarde, un criminologue, qui parlait du phénomène d'imitation. On n'en tient pas compte et ça va aller en s'aggravant. Ça va aller à s'aggraver. Mais tout le monde en est persuadé. Oui, personne ne fait rien. Tout le monde en est persuadé. Moi, tout le monde est persuadé que ça va aller de pire en pire. Oui. Tout le monde en est persuadé. Et moi, je passe mon temps à dire, comme on ne prendra pas les solutions qu'il faut, puisque les solutions qu'il faut, elles doivent être radicales aujourd'hui. Absolument. Puisqu'on est tellement monté, donc c'est Bukele, le Salvador. On en est là. Oui. Et quand je dis ça, effectivement, les gens... je peux me permettre une observation ? Oui. Quand on a un chef d'État qui est fait pour le music-hall, oui. Non, c'est la mienne d'observation. Oui. C'est la mienne. Hein. C'est la mienne, je l'assume. J'ai pas envie de... Non, mais je pense qu'il n'est pas fait pour ça, oui. Voilà, il n'est pas fait... Voilà. Je pense qu'il n'est pas adapté. Voilà. C'est un président qui n'est pas adapté à ça. Il a beaucoup de qualités, il est très intelligent, il a plein de trucs, mais il n'est pas adapté à cette fonction. Il n'est pas adapté à la fonction. Et l'exemple de l'intelligence artificielle est criant. C'est-à-dire qu'il est à côté. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Non, parce que vous m'avez invité parce qu'on voulait parler... mais tout à l'heure. Non, mais parce que c'est lié. Voyez-vous, nous avons au Sénat fait une commission d'enquête sur le narcotrafic. Oui, mais pardonnez-moi, je ne veux pas qu'on en parle maintenant. Je vous assure, parce que, soyez gentils, votre temps de parole DLR est déjà très limité, donc vous parlerez assez vite, parce qu'autrement, en fait, c'est DLR, je n'y peux rien. Hein. C'est news, c'est la liberté d'expression. Mais non, mais c'est le temps de parole. Vous vous rendez compte que pour vous inviter, vous avez un temps de parole limité parce que vous êtes LR. Mais